Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, j'ai 4 livres à vous présenter et comme d'habitude, je n'attends pas plus longtemps, surtout qu'il y en a déjà au moins un, que ça fait un moment que j'ai lu, etc. Donc je vais essayer de faire le mieux possible en espérant de ne pas avoir oublié trop de choses. Mais voilà, j'espère que je serai à la hauteur. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'art et la manière de conclure en beauté de Lauren Westberger aux éditions Fleuve. Alors, vous le savez, Lauren Westberger, enfin, vous le savez peut-être pas, c'est l'auteur qui a été connu grâce à son roman de Chick-lit, Le diable s'habille en Prada. Et c'est un livre, moi, personnellement, que j'avais adoré. Je pense qu'il est là-haut. Il est là. Vous voyez, il est là. C'est un livre que j'avais personnellement adoré. Et donc du coup, quand j'ai vu que Lauren Westberger en sortait à nouveau, j'ai foncé dedans, quoi. Je me suis dit, oh ouais, il me le faut et tout. Du coup, je l'ai reçu en partenariat, merci Fleuve. Et je dois dire que c'était assez réussi, que j'ai passé un bon moment, franchement. Alors moi, forcément, ce qui m'a le plus plu dedans, c'est le tennis. Vous le savez sûrement maintenant, j'adore le tennis. Et du coup, bah voilà, ça parle forcément en premier de tennis. Et moi, bah, du coup, ça m'a touché, quoi. Hein. Est-ce que vous pourriez aimer ce livre si vous n'aimez pas le tennis? Je pense que oui. Finalement, c'est pas un livre qui est rempli d'action, c'est pas un livre où il se passe grand chose. C'est juste l'histoire de Charlotte, qui est tenniswoman, qui se blesse à Wimbledon, qui est un grand tournoi de tennis en Angleterre. Elle se blesse et elle décide de ne pas se laisser aller. Elle repart à la rééducation, elle se donne 1 an pour revenir. Et voilà, c'est l'histoire de Charlotte qui revient après une blessure, qui vire son ancienne entraîneuse qu'elle soupçonne de plus vraiment être motivée à l'entraîner, etc. Et elle engage l'entraîneur le plus en vue, qui est le meilleur entraîneur du monde, qui a fait faire des numéros 1 mondial et qui a fait faire gagner des grands chelems à d'autres joueurs. Et elle décide de l'engager, sauf que c'est un gros connard. Voilà, mais elle décide de supporter ce gros connard qui s'appelle Todd, je ne sais pas si je vous l'ai dit, jusqu'au bout, parce que ça va vraiment l'aider à atteindre le sommet et à gagner un grand chelem. Voilà, c'est de la chiclite, donc il n'y a pas grand chose non plus à en redire. Le style de l'auteur n'a pas changé depuis Le diable s'habille en Prada. C'est très simple, c'est très facile, ça se lit sans fin, ça se lit aussi facilement qu'on peut lire un livre, ça se lit devant la TV sans aucun souci. Moi, il y a deux choses il y a surtout une chose qui m'ont déplu. C'est le fait que l'auteur ne donne pas toujours le score des tournois dans lesquels on suit Charlotte. Alors ça peut paraître bête, mais quand vous suivez pendant 10 pages un tournoi et que vous suivez l'histoire de Charlotte dans ce tournoi, et puis qu'on passe à un autre chapitre, à un autre tournoi sans connaître le score du tournoi que l'on est en train de suivre, est-ce que je suis clair? Je ne suis pas sûr. Eh bien, c'est frustrant. Et puis, de temps en temps, on passe d'une scène à l'autre sans vraiment de coupure. Et on se dit, tiens, ah oui, d'accord. Il vous faut 30 secondes pour vous retrouver où vous êtes, etc. Donc ça serait les deux petits défauts que j'ai à donner. Charlotte m'a beaucoup plu, par contre. C'est vraiment une combattante. C'est une qui ne se laisse pas faire. Elle a du caractère. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'est-ce qu'elle est naïve à certains moments. Mais surtout dans toute sa partie communication, etc. Elle se laisse faire, elle se laisse conseiller, mais elle se laisse conseiller pas par les bonnes personnes, et franchement, elle tombe parfois dans le panneau pour des conneries. Waouh. Sinon, voilà, la fin est juste terrible. On est en plein tournoi, on est en plein suspense, parce que
Non, je vous en dirai pas plus, mais on est vraiment en plein suspense, on a envie de savoir. On a l'impression qu'il nous reste encore une dizaine de pages parce que c'est pas possible que ça va couper maintenant. Et ben si, ça coupe là. Et je peux vous dire que vous êtes là en mode non. Ensuite, j'ai lu Le Premier Miracle de Gilles Le Gardinier aux éditions Flammarion. Alors, Gilles Le Gardinier, vous le savez peut-être pas. Je dis toujours vous le savez alors que peut-être que vous ne le savez pas. J'aime beaucoup ces romans humoristiques. Je n'ai pas encore lu ces thrillers. Mais du coup, voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau Gilles Le Gardinier qui sortait et qu'en plus c'était dans un autre genre qu'humoristique, je me suis dit pourquoi pas. Euh, Pourquoi pas, et je l'ai demandé en service presse et Flammarion a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc merci Flammarion. Et vous savez quoi, j'ai adoré. Alors, j'avais l'intention de le laisser dans ma palle plus longtemps, de le laisser un petit peu macérer, et puis j'ai vu la fameuse interview de Gilles Le Gardinier dans On n'est pas couché, et j'ai du coup eu envie de le sortir plus vite, et autant dire que je ne suis pas du tout d'accord avec On n'est pas couché. J'ai adoré ce roman qui est plutôt du genre ésotérique et qui est pour moi à la même hauteur, non peut-être pas à la même hauteur, mais c'est dans la même veine que du Dan Brown. Alors si vous aimez Dan Brown, vous adorerez ce roman-ci. Alors je dis que c'est pas sur la même marche parce que c'est le même genre d'histoire, c'est le même genre, c'est captivant, la même façon, ça donne vraiment très envie, c'est très rythmé, on ne s'ennuie pas une seconde, etc. Par contre, la plume de Dan Brown est plus réussie que celle de Gilles Le Gardinier dans cet exercice-là, en tout cas. Je préfère quand même Dan Brown, même si j'ai adoré celui-ci. Et pour moi, les deux plus gros points forts de ce roman est qu'on ne s'ennuie pas. Mais alors vraiment pas une seconde, ceux qui aiment l'action, vous allez adorer ce roman parce qu'il en est truffé. Et le deuxième point fort, c'est le duo de personnages principaux qui s'appelle Ben et Karen, c'est ça? Ben et Karen qui, moi, m'ont fait rire, m'ont touché, m'ont emmené avec eux. C'est-à-dire que, surtout Benjamin, a un humour que j'adore, il a de la répartie. Karen, au début, elle est assez sérieuse. Alors, elle est assez sérieuse. Et puis finalement, au fur et à mesure qu'elle connaît Benjamin, au fur et à mesure où elle parle avec Benjamin, euh, elle se laisse aller, elle se fait emporter par le caractère de Benjamin, et elle commence tout doucement à sortir des vannes aussi. Donc moi j'ai adoré l'humour qu'il y a dans ce roman, j'ai adoré les échanges entre les deux personnages c'est juste hilarant. Alors là où ils ont raison dans l'émission dont on n'est pas couché, c'est qu'on en sait très peu sur les personnages. Tout juste sait-on que Ben est universitaire, qu'il était en vacances au moment où Karen l'a trouvé, et Karen, elle est agent des services secrets. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On en connaît très peu sur leur passé, etc. Mais on n'a pas besoin forcément de connaître leur passé pour s'attacher à eux, parce que c'est justement leur caractère, leur plaisanterie, leur interaction entre les deux personnages qui font qu'on accroche directement avec eux. Ça m'a fait un peu penser à Castle, quand Richard Castle arrive et qu'il rencontre Kate Beckett au début. Kate est très sérieuse, Richard est très jouette, et petit à petit, Kate va commencer à aimer Richard et à échanger avec lui, etc. C'est exactement le même. Ça m'a fait penser à, les deux couples se rapprochent beaucoup, selon moi. Le méchant de l'histoire est complètement maboule. Je pense que c'est le méchant le plus, pas méchant, pas sadique, pas plus mégalo, le plus mégalo que j'ai pu rencontrer dans un livre. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Euh, Là où j'ai parfois eu un peu de mal, il faut se dire que Gilles Le Gardinier a quand même dû fournir un travail incroyable pour ce livre parce qu'il y a des choses euh, dont je n'étais vraiment pas au courant. Il y a beaucoup de recherches, on sent qu'il y a beaucoup de boulot derrière et peut-être un peu trop parce que du coup il y en a pour nous aussi.
C'est peut-être le défaut que j'ai à dire dans ce livre, c'est qu'il y a parfois quelques paragraphes, quelques longs paragraphes où l'auteur part dans les détails. Alors je suis pas plus con qu'un autre, j'ai compris le plus gros, ce qu'il fallait comprendre, mais il y a certains détails où parfois j'ai passé parce que je me suis dit c'est pas vraiment important et et surtout je me suis dit si je lis tout ça je vais être enterré, je vais rien comprendre, ça va m'agacer. Du coup voilà, il y a parfois des longs chapitres, c'est peut-être le défaut que j'ai trouvé à ce roman. Et puis il y a la fin que j'ai trouvé assez réussi, mais qui m'a laissé un petit peu sur ma faim aussi. Je trouve que voilà, il se passe quelque chose, l'affaire est réglée, point barre. J'aurais aimé qu'il y ait une grande scène de bagarre, une grande scène de à la James Bond. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça aurait mieux collé. Là, il se passe un truc, un pouf, et c'est fini. Ensuite, j'ai lu Sous la ville de Sylvain Forche aux éditions Le Toucan, dans leur collection Toucan Noir. J'avais eu très envie de lire ce roman il y a quelques mois quand même. J'ai un peu honte d'avoir fait traîner aussi longtemps. Et je l'avais demandé aux éditions Toucan qui me l'ont envoyé. Merci à eux. Et j'en avais eu envie suite à un avis de Séverine il me semblait qu'elle avait bien aimé. Et finalement, j'en ai discuté avec elle. Elle n'a pas aimé tant que ça. Et je suis assez d'accord avec elle. Je n'ai pas aimé tant que ça. Alors, il y a une chose que j'ai aimé, c'est l'enquête en fond, l'enquête principale qui est assez sympa et que j'ai assez bien aimé. Tout le reste ne m'a pas plu. C'est-à-dire que c'est des courts chapitres, l'auteur part un petit peu dans tous les sens, on se demande parfois où est-ce qu'il va, on ne comprend pas toujours tout de suite où est-ce qu'il va. Un des enquêteurs est ripou, parce qu'il a vécu dans les vieux quartiers, déjà il m'a saoulé, parce que c'est le genre, il est arabe, alors j'ai rien contre les arabes évidemment, c'est juste que au début tout du moins, quoique même tout le long de l'histoire, c'est toujours ah oui, vous me faites faire ça, bah oui je suis l'arabe de service. Ah oui, vous me faites faire ça, bah oui je suis l'arabe de service. Ah oui je suis l'arabe de service. Ah oui je suis l'arabe de service. Hein? Voilà quoi. T'es arabe, point barre quoi. Moi je suis gros, ah ben on me fout dans la gueule que je suis gros toutes les semaines aussi, merde. Euh, et puis surtout, il y a le passé de cet agent qui s'appelle Adan. Il y a le passé de son père dont je me foutais complètement. Enfin, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on s'en fout du passé, du père, du personnage principal. Enfin bref. Euh, le chef de la police est aussi contre mes pieds. Je me suis ennuyé, voilà. Il m'a tenu une semaine. Je pense que les deux choses qui m'ont fait tenir dans ce roman, c'est l'histoire de fond, l'histoire générale, et le personnage de Marie, qui est une flic que j'ai assez bien aimée, même si elle n'est pas toujours juste non plus, mais elle l'est beaucoup plus qu'Adam. Mais à part ça, non, gros loupé pour ce livre, grosse déception, et je ne Enfin, je dois vous présenter Glacé comme la mort de James Heyman aux éditions L'Archipel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un tome 2 qui suit le personnage de McGabe. J'avais adoré le premier tome qui était L'écorché de Portland, et j'avais vraiment très hâte de pouvoir lire celui-ci. Et bah, encore une déception. Alors c'est pas aussi catastrophique qu'avec Sous la ville, j'ai assez bien aimé l'histoire, j'ai toujours aussi bien aimé McGabe, j'ai aimé les personnages, notamment le bras droit de McGabe qui s'appelle Savage et qu'on appelle Maggie pour ses copains. Euh, Tout ça j'ai aimé le méchant qui est un méchant somme toute assez normal. Alors ça, il n'y a pas de grandes scènes d'action, de grandes scènes qui explosent, c'est assez linéaire, mais moi ça ne me dérange pas de temps en temps un policier qui a une enquête assez simple. Le gros souci de ce roman, c'est qu'il y a des longs passages descriptifs, et il y a certains moments où on est là, mais quand est-ce que ça va finir? Mais
C'est pas possible. Arrêtez de nous mettre autant de descriptions. On s'en fout. Enfin, je veux dire, les gars, hein. Et ça m'étonne parce que j'ai pas un souvenir précis, net et clair et du premier tome, mais je ne me souviens pas d'avoir eu autant de longueur dans le premier tome. Alors je sais pas, est-ce que son agent lui a dit tu dois l'étoffer plus, est-ce que il a pris compte de certains commentaires de lecteurs ou quoi ou qu'est-ce, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment changé de style entre le premier tome et ce tome 2. Et c'est dommage parce que moi j'avais beaucoup aimé son premier tome et beaucoup moins celui-ci que je trouve long. Alors certains passages vraiment longs. Mais sinon, c'est dommage quoi, c'est surtout le style, ces longs passages, ces descriptions qui font que j'ai pas aimé, mais tout le reste est bon quoi. Le meurtrier est assez réussi, les personnages sont réussis, l'enquête en elle-même est réussie. Oui, non, moi j'ai vraiment tout aimé, sauf ce style et ces grandes descriptions, et c'était vraiment, vraiment dommage. Voilà, c'est comme ça que je termine ce nouvel update, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, dites-moi si vous en avez lu et ce que vous avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.